Sur ce genre de chantier, il faut être un peu fou au départ, il faut avoir de la patience. Il faut chercher pratiquement la perfection. Si on n'y croit pas soi-même, il n'y a aucun intérêt d'aller aussi loin. Puis on sait qu'on va avoir des gens dans 20 ans qui pourront plus se chauffer parce que ça leur coûtera une fortune et on va laisser à nos enfants un parc habitat complètement obsolète. Je veux dire, après c'est une question de savoir ce que l'on veut, de savoir ce qu'on veut laisser à nos enfants. Il faut avoir de la patience, y croire. Et puis voilà. Il y a beaucoup de gens qui me posent des questions et qui sont très surpris de la façon dont ça va être construit. Et pour eux, ils n'imaginent pas du tout comme ça. Comment arriver à se sentir bien chez soi? Il y a beaucoup de gens qui se plaignent de la température de confort dans leur maison. L'été, ils ont chaud, l'hiver, ils ont froid. Et je leur dis, vous pourrez respirer un air beaucoup plus sain à l'intérieur. La maison passive, l'environnement, ça revient à sûrement un peu un effet, disons, de mode. Mais peut-être qu'il faut que ça pour que les gens commencent à prendre conscience qu'il est possible de passer à un autre mode d'habitation. Parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de choses, ma maison est passive. Les gens, même une maison, on va dire, bien isolée, croient qu'elle est passive. Mais nous, on veut rentrer d'après des critères. Pour arriver au passif, le but, disons, c'était de rentrer dans une maison bioclimatique. Mon terrain est exposé plein sud, donc elle rentre déjà dans la démarche bioclimatique. C'est un terrain qui appartenait à mon grand-père. Mon père a fait son jardin. Voilà, le terrain a été disponible. Il y a peu de surface. Je me suis dit, pourquoi pas construire une maison d'habitation? En plus, c'est un terrain où il n'y a pas de vis-à-vis, c'est plein sud. Il y a une vue magnifique, on va dire, sur les monts Poupées. Mais c'est surtout, disons, la position du terrain par rapport au village. Il ne suffit pas d'avoir des grandes surfaces pour construire des habitations. Il suffit que ce soit bien pensé au départ, et avec une petite surface, on peut créer une habitation. Et on va essayer, nous, de rentrer dans un label d'énergie passive. Et là, ce label-là n'est pas encore délivré sur le territoire français. Donc on est en train de monter le dossier actuellement, en parallèle avec le thermicien. Moi, j'ai fait des démarches, j'ai été voir des gens de l'ADEME, des conseillers de l'urbanisme au niveau architecture. Mon projet, pour eux, il est absolument mauvais. C'est leur volonté, pour l'instant, c'est faire des maisons qui sortent de l'ordinaire. Moi, j'ai fait une maison extrêmement simple au niveau, disons, de l'enveloppe. Alors aujourd'hui, il y a certaines personnes qui se disent reconnaître des maisons passives d'après les normes allemandes. Par rapport à la norme suisse, il n'y en aurait pas. Après, la norme allemande, eux, ils ont des critères qui jouent sur l'étanchéité à l'air, sur l'apport niveau isolation. Les Suisses, ils ont beaucoup plus de critères. Si on a une mauvaise enveloppe, on n'a pas le label. Mais moi, j'ai suivi, on va dire, des grandes lignes. Une maison assez simple et orientée sud. Moi, ma théorie, c'était de consommer au moindre. Alors, par rapport au niveau économie, une maison, on va dire, standard d'aujourd'hui, sur une durée de vie, on va dire, de 100 ans, revient 1,5 fois plus cher en énergie que le prix de l'achat. Et en passif, c'est l'inverse. C'est à peine plus cher parce qu'il y a plus de travail, disons, de réflexion, il faut passer par un thermicien. Mais après, c'est sûr qu'au niveau, disons, facture, vous n'aurez pas de surprise. Et après, bon, l'intérieur, c'est comme une maison standard, encore, c'est quand même beaucoup plus souple. Il y a beaucoup plus de travail en amont que sur le chantier. Alors aujourd'hui, dans ce type de construction, il y a quelques maisons en France qui vont dans ce sens-là. Donc il faut déjà trouver ces personnes à qui on arrive à avoir un dialogue. Ça, c'est une équipe, une coordination, et quand il y a un problème, eh ben, il faut que le problème soit posé sur la table et soit résolu en équipe, pas chacun dans son coin. Le thermicien que j'ai rencontré par hasard sur un salon, et puis lui était intéressé par ce genre de projet. Le thermicien, c'est vraiment la personne clé au départ du projet, quoi. Il va tout de suite vous cibler sur le choix du niveau architecture de la maison, au niveau des formes. Faire une maison passive, c'est quelque chose de difficile et il faut qu'il y ait une bonne entente, une très bonne cohérence entre toutes les parties. C'est un travail d'équipe si on veut réussir. Ouais. De façon assez sommaire, il va vous dire, voilà, le projet, il peut avancer ou pas. Avoir un maximum d'isolation en toiture, dans les murs, des fenêtres efficaces, bien posées. Alors là, les fenêtres, on va dire, c'est le paradoxe. J'ai été contre la volonté de tout ce qu'on explique en France. Et il y a vraiment un grand thermicien en France, un seul cabinet, qui nous dit clairement qu'il faut mettre du triple vitrage dans une maison passive, même au sud. Donc là, comme je suis d'accord avec sa théorie, je n'ai pas hésité sur le choix du produit.
On a de la fenêtre passive qui est labellisée Passive House. Parce que ça c'est indispensable pour que vous puissiez obtenir les aides par rapport à la construction Effinergie BBC. Donc moi, les vitrages, c'est certain, c'est du triple vitrage, avec une garantie niveau étanchéité à l'air. Aujourd'hui, on peut arriver, disons, du passif avec, on va dire, n'importe quel matériau. À l'extrême, on peut prendre du béton. Si on a 6 mètres de mur en béton, on va y arriver. Et moi, je suis arrivé, disons, l'ossature bois. Donc mes murs porteurs, il n'y en a pas. Et c'est à moi de les remplir d'isolant. Alors là, au niveau isolation, je pars sur la fibre de bois. Moi j'ai été à la Syrie, hein, c'est là où ils créent, disons, l'ossature. Donc là, il y a eu quelques échanges qui puissent comprendre le but final du projet. Et par bonheur, c'est la seule personne qui a réussi, disons, à comprendre. Pour faire une maison complète, en moyenne, il me faut 25 heures de travail pour tout réaliser. Tout ce qui est ossature bois. Les dessinateurs créent la maison par ordinateur complètement. Ils envoient un fichier à la machine et je ne fais que les usinages. Donc les dossiers arrivent par internet directement au pupitre où j'ai tout mon listing de pièces. Je pilote ma machine uniquement depuis là. Machine plus raboteuse qui sont branchées en automatique. Donc mon bois est stocké ici en attente d'usinage. Après, je le mets sur des chaînes d'amenage automatique. Le bois est programmé pour être taillé et après il passe dans la machine jusqu'à l'éjection où je fais ma pile de bois. Quand la pièce va sortir, ça va venir se poser sur le bout de bois pour l'avancer là. Et après donc le bois est stocké là, il descend sur les chaînes pour passer à la raboteuse. C'est tout automatique. Donc nous avons le dessin de la pièce qui va être usiné, qui se trouve ici. Le dessin de la pièce qui va être usiné, c'est la première pièce qu'on voit. Donc j'approvisionne ma pièce, donc je la mets sur la machine automatiquement. Et là, vous pouvez voir, on est en train de préparer le coffrage pour les linteaux. Et ensuite, on prépare tout le niveau au niveau de la rase pour recevoir l'ossature. Toute la partie là, c'est du garage pour les véhicules. Et l'entrée de l'habitation va se faire par ici. Ici, c'est un deuxième garage. Pour préparer au niveau de la fondation, par rapport ici, il y a eu 3 mois. 3 mois de travaux. Alors moi, comme le peu de terrain que j'avais, je me suis dit, le premier niveau, on va faire un peu comme il y a souvent dans les alpages en Suisse. C'est qu'on a un terrain un peu aussi légèrement en pente. En bas, on met les voitures sans créer des travaux au niveau du terrassement. On a creusé que moins 40 cm. Et comme ça, pareil, la partie haute, c'est une partie, disons, d'habitation. Et ce qui a été réfléchi, c'est au niveau accès à l'habitation. Si un jour, pour une raison quelconque, niveau santé, on pourra créer, disons, une cage d'ascenseur. Toutes les entrées sont faites pour recevoir des personnes handicapées. L'accès de l'habitation va se faire au fond, une espèce, disons, de buanderie vestiaire. On aura accès à l'habitation en partie haute. Toutes les fenêtres, toutes les ouvertures vont être créées au sud par rapport à cette vue-là. Et c'est là qu'on rentre dans une maison, on va dire, bioclimatique. Ça, c'est toujours le fameux isolant qu'on retrouve sur la toiture, qu'on voit là au-dessus des chevrons.
Et c'est celui aussi qui fait la périphérie de toute l'habitation. Et on retrouvera le même en façade sud en 120 d'épaisseur à cause de l'épaisseur pour mettre à l'intérieur les brise-soleil. Alors là, comme sur la maison de Monsieur Detto, on a des vitrages triples. Donc le triple vitrage, c'est 2 vitres faible émissivité qui ont reçu sur chaque face une fine particule de métal qui fait que les rayons ultraviolets vont rentrer à l'intérieur de la maison, mais les infrarouges ne ressortiront pas. Donc c'est ce qui rend ce vitrage-là très très isolant. En plus, à l'intérieur, on a un gaz argon qui remplace l'air et qui est beaucoup plus isolant que l'air. Alors la spécificité technique de ces fenêtres, c'est qu'elles ont une grande capacité d'isolation. C'est des fenêtres qui ont un coefficient de transmission thermique de 0,8. C'est très très important dans le domaine de la fenêtre, c'est même une des performances maximum. Particularité aussi également, c'est que les intercalaires qui sont entre les vitrages sont des intercalaires warm edge, c'est-à-dire c'est une barrière très isolante qui permet de réduire le pont thermique au niveau de l'assemblage des vitrages, quoi. Ouais. Donc là, on sélectionne le vitrage qui doit être mis dans l'ouvrant, on l'installe dans la feuillure de l'ouvrant, il est posé sur un système de joints et après on va caler le vitrage pour avoir un bon maintien du vitrage dans l'ouvrant. Il faut que l'ouvrant ne se déforme pas, qu'il reste toujours d'équerre, quoi.
Alors ce type de fenêtre-là doit être installé sur des maisons qui sont conçues basse énergie, voire passives, parce qu'on doit avoir toute une étude, tout un ensemble cohérent entre l'isolation des murs, l'isolation du toit, l'isolation des fenêtres. La pose n'a rien à voir avec ce qu'on fait habituellement dans les maisons dites entre guillemets traditionnelles. Oui, c'est vrai sur une fenêtre de ce type-là, il faut apporter quand même beaucoup de soin. Il y a tout un tas de petits détails qu'il faut bien vérifier pour garantir une bonne étanchéité. Parce que le jour du test d'étanchéité à l'air, le jour du test d'infiltrométrie dans la maison, si tous ces petits détails n'ont pas été soignés, on est sûr d'avoir des infiltrations. Donc on fait très attention à ça et on applique un contrôle qualité vraiment de haut niveau pour être sûr de ne pas avoir d'infiltration par les fenêtres, quoi. Pour les poser, justement, n'importe qui ne peut pas les poser. Ça demande déjà au départ de faire une étude au client pour voir comment nous allons intégrer la menuiserie dans le mur. Parce qu'il n'y a pas de règle générale, ça dépend du type de mur, si c'est un mur en ossature bois, si c'est du remplissage paille, si c'est de la boîte de cellulose, enfin ça dépend de la technique de construction. Là on a un système de clips qui va maintenir l'aluminium. Ce qui fait que par ce système de clips, si jamais un jour on devait changer le vitrage, c'est très facile de retourner les clips et de démonter le capotage en aluminium pour retirer le vitrage. La fenêtre ne doit pas être un maillon faible dans l'habitat. C'est-à-dire que la fenêtre doit apporter de la lumière, elle doit permettre de communiquer avec l'environnement, elle doit permettre de s'ouvrir, de se fermer, mais en aucun cas elle ne doit apporter des fuites. Donc c'est pour ça qu'il y a des techniques de pose assez innovantes et assez précises à bien respecter pour arriver à cet objectif-là, et qui est d'arriver à une étanchéité à l'air de la maison pratiquement parfaite, quoi. Donc après, une fois que les clips se sont installés, on pose le profil en aluminium et on verrouille les clips pour que l'aluminium tienne sur la fenêtre en bois. Ce qui fait que l'aluminium vient pincer le triple vitrage dans la feuillure entre le bois et l'alu. Ce qui fait qu'avec le mariage du bois et de l'aluminium, on obtient une fenêtre très isolante, très performante et sans entretien, puisque l'aluminium est laqué et ne demande aucun entretien. Voilà. Maintenant le châssis est terminé, on va le mettre dans la fenêtre. Dans le dormant de la fenêtre. On n'a plus qu'à prendre une poignée et fermer la fenêtre. Une petite vérification si l'oscillobattant fonctionne bien. Et voilà. Pour nous, ça nous a énormément intéressé d'installer des fenêtres comme ça chez Monsieur Detaux, parce que ça nous a permis d'être précurseurs, d'avoir une certaine expérience et d'être prêt pour les années 2020 où la construction passive sera devenue la construction obligatoire et la construction de référence.
mets les cales pendant que tu y es. Donc l'ossature, elle est montée, elle, entièrement. Donc la première étape intérieure, c'est de poser tout ce qui est isolation. Isolation répartie dans l'épaisseur de l'ossature. Alors malgré que les fenêtres soient des fenêtres, on va dire, passifs, c'est pas tout, parce que maintenant il faut assurer, disons, l'isolation par rapport à ces fenêtres. Donc tout ce qui est raccordement par rapport aux menuiseries. Alors là, on voit, disons, la première couche répartie du mur. Ça, c'est on va dire, la première couche intérieure de l'ossature, qui fait 80 mm. Et par-dessus, on va dérouler le frein vapeur, qui va venir se raccorder par rapport à la menuiserie. Sur cette couche, on remet encore des lambourdes, en couche croisée, et on met la dernière couche d'isolation, pour arriver à un total de 40 cm, disons, d'isolant par mur. Une maison bien conçue, avec très peu de pont thermique, avec une forme très concave, 33 cm, on y arrive. Mais comme là où on a des angles, on a une forme qui n'est pas optimale, il nous faut 38 à 42 cm d'isolant au niveau de chaque mur. Alors ça, c'est la mise en place de l'isolant dans le plancher. C'est un isolant en vrac, et c'est la boîte de cellulose, du papier qui est recyclé et qu'on déverse soit manuellement, soit par un dispositif. Là, c'est une machine qu'on a faite, une machine à maison. Donc ça casse, on va dire, l'enveloppe de l'isolant et ça permet de l'aérer.
Au niveau coût, tout isolant en vrac est inférieur par rapport au isolant en panneau. Et là, ça a aussi la particularité d'aller s'infiltrer dans toutes les parois, on va dire, à un angle assez exigu ou entre deux pannes ou bien entre deux linteaux. Donc là, l'isolant va se mettre en place. Alors ici, la nouveauté, c'était déjà, disons, la mise en place du plancher qu'on retrouve. Là, on est en dessous, donc là, c'est le frein vapeur. Et juste en dessous, on retrouve l'isolant en vrac. Alors ça, c'est tout l'isolant en fibre de bois. Le chargement, la livraison, pour arriver à avoir des prix au niveau du négoce correct, c'était un camion de 40 tonnes. Complet. Là, c'est la pose du frein vapeur sur tout le périmètre de la maison à l'intérieur. Et après, on repose une dernière couche d'isolation. Donc la pose du film, donc maximum avec un seul morceau sur tout le périmètre. Je colle et puis je scotche. Et ça, c'est l'épaisseur, la dernière épaisseur d'isolant qui nous reste à poser, l'équivalent de 100 mm. Derrière ce frein vapeur, on repose des lambourdes pour le maintien du film et la mise en place de l'isolant. Mais lorsque les lambourdes seront posées, c'est là qu'on fait le test à l'étanchéité. Il n'y a pas de remise en arrière et il n'y a pas trop de décalage sur le budget. Le seul décalage qu'il peut y avoir, c'est les prix des panneaux solaires qui continuent à augmenter. Mais sinon, dans le budget total, on est encore bien passé. Voilà, donc là, on voit, disons, la mise en place du frein vapeur côté mur avec ces lambourdes. Les lambourdes, c'est pour la préservation de la dernière couche d'isolant. Voilà, l'isolant qui est prêt à poser. Et il reste la mise en place du frein vapeur au niveau du sol. Et juste avant, le passage, on va dire, des réseaux techniques, l'arrivée de l'eau froide, l'évacuation des eaux usées. Et puis après, je déroule le frein vapeur. Là, on est sur la terrasse. Voilà, ça va être la prochaine travaux au niveau de la maçonnerie, au niveau du périmètre, pour enfin préparer l'étanchéité de cette terrasse. On peut voir, disons, la poutre qui a été coulée pour masquer le balcon. Et là, en haut de la façade, on voit la grille. C'est la grille d'arrivée de l'entrée de l'air neuf pour la VMC. Et là, c'est le passage, on va dire, d'une gaine technique, surtout pour tout ce qui est gaine électrique. Ça permet de suivre la maison sur toute sa longueur. Et puis comme le coffret électrique, la partie de la maison va se situer ici, juste derrière la cuisine. Donc là, on part de là, puis on dispatche l'ensemble de la maison. Et là, on voit l'arrivée de l'air extérieur pour la VMC. La grille qu'on voyait tout à l'heure en façade, ça arrive ici. Et puis ça, c'est pour l'air extrait qui repart dehors. Et tout l'emplacement, c'est uniquement réservé pour la VMC. Le coût total qui était calculé, on arriverait à 500 € pour 4 personnes. Donc toute énergie comprise, à l'année. Eau, électricité et la puissance électrique pour la ventilation. Depuis 3 ans, on voit que ça commence à prendre forme au niveau de l'implantation intérieure. Et l'extérieur, voilà, on commence à ressembler à une maison individuelle. On peut en voir, disons, les différentes couches. Ça, c'est énormément de travail. Là, ce qui a évolué, c'est toute la mise en place de l'étanchéité à l'air. Même en dessous, là, c'est protégé pour ne pas l'abîmer. Mais le film est déroulé sur toute la partie du sol. L'ossature des cloisons sont en place. Ça, le périmètre de chaque pièce est défini. Et ensuite, on a mis en place les gaines de la VMC. Ici, c'est la pièce principale à vivre. Là, c'est le coin salon, à côté, disons, de l'entrée. Après, on va arriver dans le coin, on va dire, salle à manger. Et puis là, on va dire, ce sera le coin cuisine. Et là, ça va être, disons, l'arrivée du coffret électrique qui arrive ici. Et puis là, on arrive, c'est, on va dire, le passage réservé pour la gaine technique.
pour laisser passer les gaines électriques. À la salle de bain, il y en a une dans chaque niveau et on rentrera par là. Mon lavabo à droite et puis le coin douche à gauche. Et là, la chambre. Elle n'a pas de fenêtre, elle a juste une porte-fenêtre pour aller sur la terrasse, directement le matin, le petit déjeuner. Alors, on va rentrer sur la terrasse. Les lames sont posées sur l'ensemble de la terrasse et de même que sur, on va dire, l'avancée où il y a le balcon. Là, c'est la casquette, on va dire, solaire qui a été mise en place ce mois-ci pour recevoir les panneaux solaires. Là, le but, c'était vraiment de se mettre à l'abri au niveau du soleil sur le séjour et puis d'avoir un support pour les 2 panneaux solaires qui permet, disons, d'amener de l'eau chaude au ballon. Alors là, c'est la pièce où on va recevoir l'ensemble de la VMC en double flux. Ça, c'est toute l'arrivée des gaines. Là, on retrouve l'arrivée du puits canadien hydraulique, donc le circuit qui fait le tour des fondations de la maison. Et là, c'est les tuyaux qui vont en direction des panneaux solaires. Ça, c'est pour le ballon d'eau chaude qui sera en dessous. L'arrivée de la ventilation en double flux et l'extraction de la VMC. Là, c'est des produits, c'est pour isoler le plancher. C'est pour faire, disons, une barrière, on va dire, d'isolation entre le niveau 1 et puis le niveau 2. C'est ce qu'on retrouve dans tous les planchers, au 2e niveau, puis au 1er niveau. C'est la voie de cellulose en vrac. Et là, ça va être habitable dès que les parements du 1er niveau seront mis en place. Finir seulement après le 2e étage. Le but, c'est d'arriver, disons, dans un délai raisonnable, mais sans gâcher les finitions. Parce qu'il ne faut pas tomber dans le piège de vouloir tout finir dans un laps de temps. On veut mieux finir un niveau, puis prendre son temps pour finir le 2e niveau. Les 2 fenêtres devant, on ne peut pas les ouvrir. Ça, c'était fait exprès, c'était pour limiter l'arrivée de l'air parasite. Pour avoir un maximum d'étanchéité à l'air. On a gardé une fenêtre d'ouverture française face au balcon, à partie centrale. Mais les 2 sur le côté sont des fenêtres à dormant fixe. Dans 5 semaines, il y a le test d'étanchéité à l'air. Ça, c'est le premier test qui permet de dire, par rapport au dossier, si on rentre dans le cadre d'une maison passive ou pas. Le but, c'est d'arriver à la maison passive. Donc, c'est un résultat, on va dire, faut arriver à 0,15 en perdition. Donc 0,15 par rapport à une maison où aujourd'hui la norme est baissée, c'est 0,6. Donc il faut être plus que bon. Il faut être pratiquement très bon. En dessous de 0,15, donc le bon chiffre c'est 0,10. Il faut être tranquille, avoir une marge de sécurité, parce qu'il y aura un 2e test à la fin des travaux. Alors dans le test, bien sûr, la partie, on va dire, garage n'est pas pris en compte. Le test, il va se faire à partir d'ici. En fait, je vais programmer le logiciel de commande du ventilateur. Donc pour ce faire, je vais insérer le volume du bâtiment qui va nous donner après un N50 qui est le taux de renouvellement d'air à 50 pascal par heure, la surface au sol qui est la chaude et la surface d'enveloppe. On va rentrer et éditer les pressions de travail. On va commencer à 55 pascal pour descendre jusqu'à 10 pascal. Donc les pressions étant mises en place, je vais travailler dans ce cas précis en pressurisation puisque nous sommes dans une maison en ossature bois avec une isolation par l'intérieur en laine avec une membrane d'étanchéité à l'air. Donc pour ne pas avoir à dégrader la membrane, on va travailler en pressurisation. Et les 55 pascal vont représenter la force d'un vent de 32 km/h sur toutes les parois réunies en même temps. On va configurer le bâtiment, toujours d'après la norme, et on va la configurer dans la méthode dite B. Alors la méthode dite B, on peut colmater tout ce qu'on veut, on va travailler sur le bâti, rechercher les fuites, améliorer le bâti. Voilà, alors pendant 30 secondes, on va calibrer. Donc on a une sonde de pression atmosphérique qui est à l'extérieur, qui rentre à travers la porte, qui est reprise ici. Donc d'un côté, on a des pressions atmosphériques du bâtiment, l'extérieur du bâtiment, intérieur du bâtiment. Et ici, on a 2 sondes qui vont au ventilateur. Donc voilà,
ça s'arrête. Donc on est bon puisqu'on est en dessous de 2 pascal, qui est la pression à débit nul autorisée. Voilà, on enlève le cache au-dessus du ventilateur et on va démarrer la mesure proprement dite. Donc j'ai installé l'anneau D, on ne le voit pas ici, en fait de l'autre côté du ventilateur on a plusieurs anneaux de différents diagrammes et on a cet anneau donc du A, B, C, D, E jusqu'à terminer au plus petit qui est le E. Voilà, donc il n'y aura plus qu'un tout petit passage d'air. Donc ici on a un variateur de vitesse qui va nous brasser plus ou moins rapidement le ventilateur et là on voit la porte qui commence à se gonfler. D'excellentes conditions, le travail a été bien mené par le poseur de la membrane d'étanchéité. Alors, depuis la dernière fois, ce qui s'est passé, j'ai réalisé le raccordement électrique. Donc, il y a un tableau en partie garage et un tableau en partie habitat. Là, ce n'est pas relié au réseau pour le moment. Alors, le seul raccordement qui est fait aujourd'hui, c'est la mise en eau à l'intérieur. On peut vérifier, on a bien 3 barres. Ça, j'ai fait ça cet été. La mise en eau, et on alimente déjà toute la partie, on va dire, habitat. Ça, c'est le sas d'entrée. Hein. C'était le sas, ça c'est la partie, on va dire, sas par rapport au garage et par rapport, disons, à la partie, la porte d'entrée. Là, on rentre dans la partie vraiment habitat. À partir d'ici, c'est la zone, on va dire, passive. C'est ici qu'on avait fait le test, durant les travaux. Là, on arrive au premier niveau. Donc, toutes les cloisons ont été posées depuis la dernière visite. Alors ça, on est dans le salon séjour. Et puis là, c'est le 3e et dernier coffret concernant la partie électricité. C'est à partir de là qu'on gère toutes, disons, les sorties de lumière. Donc il n'y a aucun courant aujourd'hui sur les points lumineux, parce que tous les points lumineux sont commandés à partir de là. Et les prises, après, peuvent être commandées aussi via ces réseaux, ces modules de sortie. À la suite, après, on retrouve dans la cuisine la partie alimentation d'eau qui est mise en place, évier, lavabo, puis tout ce qui en suit. Là, on arrive dans la chambre, donc le sol et puis les murs, un coup de peinture, et puis c'est habitable. Là, c'est la partie salle de bain. On a reposé, disons, l'habillage, mais après la pose des tuyaux de réseau d'eau. Par rapport au niveau inférieur, en plancher, on a la même surface. Ce qui fait la différence, c'est par rapport au rampant de chaque côté. Moi, je me suis arrêté à 1,50 m. Et là, la particularité de la pièce, c'est que je pourrais éventuellement la couper en 2 plus tard, en fonction des éléments de la vie. Mais dans les médias, c'était de faire un bureau. Et ça, c'est la partie distribution du réseau de la ventilation. Ça, c'est la partie extraction. Et ça, c'est la partie, voilà, l'entrée d'air. Donc, il y aura ici un composant, c'est le puits canadien. La VMC qui sera ici, qu'on retrouve là. Et là, c'est la batterie d'eau chaude. Donc, c'est pour préchauffer l'air. Cette batterie sera raccordée sur le ballon d'eau chaude. C'est lui qui va donner le tempo dans l'habitat. En fonction des habitants, des nombres d'habitants, nous, on programme, on met une puissance et puis une qualité d'air. Alors, ce qui a été fait cet hiver, c'est de la peinture au niveau des plafonds. Après, ça a été la pose du carrelage en dehors des pièces salle de bain et chambre. Donc, il restera la faïence à poser. Et ce qui a été fait aussi durant ce début de l'hiver, c'est la mise en service du coffret électrique avec le réseau Tébis. Chaque point d'éclairage est commandé par un module de sortie. Et avec une petite commande par pocket, une commande à la main, on commande chaque fonction d'interrupteur
pour chaque point d'allumage. Et aujourd'hui, c'est le test final d'étanchéité à l'air. Ça fait partie des 30% des impératifs de la maison passive. Une bonne étanchéité à l'air. Donc, voilà, 30% des travaux, si les résultats sont bons, ça permet d'aller plus loin au niveau de la procédure du label. Vu le premier résultat qui était excellent, donc on va penser que ce sera le même, sauf surprise. Une pression. Et en fait, on a un débit de fluide très faible. Là, on est à 15 pascal pratiquement de pression dans la maison et il faut que le ventilateur redescende à 10 pascal. Et là, on voit la pression qui rediminue dans la maison. En fait, on est tellement étanche qu'il va falloir prendre des dispositions. C'est pas grave. C'est pas grave, hein, mais on est très bas. Il va falloir faire des trous pour pouvoir... Il faut faire entendre ça que l'inverse. Ouais. C'est dû à la qualité de la mise en œuvre de la membrane d'étanchéité à l'air. Directement là, on voit en fait ce qui est prévu dans les textes, ce qu'on appelle les DTU, les documents techniques unifiés, qui sont émis par les professions pour la profession, dans leur logique telle qu'elles ont été marquées par les artisans pour les artisans, et ben la fuite d'air devrait être de 0, puisque tout est prévu dans les textes. Donc on voit bien qu'on a affaire à une entreprise qui a hyper bien travaillé. On voit qu'on a affaire à quand même à un travail qui est magnifique. Tout a été recherché, tout a été cherché au maximum. On est tellement bon que le logiciel ne sait pas prendre la mesure à l'heure actuelle. Ça confirme le premier test, donc ça c'est déjà, voilà, c'est déjà bien, quoi. On peut continuer, disons, voilà, la procédure dans la maison passive. Et je me suis dit, je vais mettre ce qu'il faut en temps pour arriver à ce résultat. Donc finalement, il n'y a pas de grande surprise, mais content, voilà. Donc c'est la suite. Il ne faut pas oublier que je suis même dans l'obligation d'avoir ces résultats. Pour pouvoir vivre dans ce genre de maison, si on n'a pas une bonne valeur de test, si on n'a pas la bonne étanchéité, on a 2-3 soucis au niveau du chauffage durant l'hiver, quoi. Donc aujourd'hui, il va me rester la deuxième partie, c'est la mise en route de la VMC. Le début, ouais, c'est en 2009. Il y en a qui osent parler et qui disent depuis les années 1980 jusqu'à 2020, on n'a pas changé notre façon de construire les maisons. Il y avait une volonté d'avancer. J'ai rencontré des gens qui allaient souvent au ministère à partir de 2007. Ils avaient une volonté, ils avaient commencé à faire un plan pour le bâtiment de demain. Problème, il y a eu une crise financière, tout s'est arrêté, c'est jamais repris. Aujourd'hui, on monte légèrement un peu en grade au niveau des bâtiments, mais ceux qui sont dans la construction, ils me disent non, c'est en stand-by. S'il y a un conseil, je dirais, c'est la solution de demain. Ça, c'est certain. Par contre, il faut trouver des accompagnateurs. Aujourd'hui, ça existe. Tout se passe vraiment dès le début du projet, dans la construction et dans le dossier du bureau d'études thermiques. Et comme moi, je n'avais pas vraiment réussi à trouver, disons, un bureau d'études qui m'accompagne vraiment point par point, il y a certains points, j'ai dû aller un peu trop loin en apport de matériaux. Je pense que je peux revenir légèrement en arrière et certains points que je peux corriger. Je ne remettrai pas en cause, on va dire, les matériaux. Ce que je remets en cause, moi, c'est l'orientation de la maison avec les angles des façades, on va dire, à l'ouest, à l'est. Vraiment plein sud, ça c'est certain. Le plus compact possible. Demain, on pourrait aller beaucoup plus loin. Alors, la notion facture énergétique, c'était pas le souci premier. Moi, le souci premier, c'était vraiment le confort intérieur, se sentir bien l'été, se sentir bien l'hiver. Donc tout ça, c'est acquis. Température panneau extérieur, -2. Température soufflage maison. Température repris dans la maison. La facture énergétique aujourd'hui, elle est assez faible. On va dire, il y a sur la facture mensuelle, il y a à peu près 20% déjà d'abonnement. Ma facture énergétique, c'est 2 fois l'abonnement électrique. Donc c'est à peu près 60 €. Objectif dans les années à venir,
c'est de pouvoir s'équiper en panneaux photovoltaïques. Après, pour justement enlever cette facture énergétique au niveau électricité. C'est vrai qu'en 15 ans, les matériaux se sont bien améliorés, le rendement est supérieur, les batteries commencent à être efficaces. Donc il y a une réflexion à se faire. Alors aujourd'hui, même les fenêtres en triple vitrage, ça s'est très bien passé. Demain, j'irai encore plus loin. Le pourcentage des fenêtres est quand même assez faible dans la maison, c'est-à-dire que je n'ai pas un coefficient de surface vitrée très importante. Malgré que là, qu'on a une pièce, on va dire, de vie, cuisine, séjour, où il y a beaucoup de vitrage. Mais dans l'ensemble, il n'y a pas beaucoup de vitrage dans la maison. Il faudrait, ça demande de mettre encore plus de vitrage. Certains matériaux ont augmenté, ça c'est certain, dans le vitrage dans les fenêtres. On arrive aujourd'hui à avoir des produits de très bonne qualité. Il y a quand même beaucoup de remises en question sur la nature du bois. Pratiquement, à ma connaissance, moi j'avais quelques personnes qui étaient dans la construction au bois, ne construisent plus avec du bois massif, comme c'est fait le cas ici. Du coup, je refais une maison, on va dire, les matériaux, oui, ça c'est pratiquement, je repartirais facilement avec ces mêmes matériaux. Alors il n'y aura plus de bois massif, il y aurait du bois lamé-collé. Le bardage que j'ai mis était un mauvais bardage qui venait du Canada, donc on remettrait des bardages de valeur sûre. Mais on reviendrait quand même à des choses assez simples et qu'on maîtrise bien, quoi. Je referai l'idée, oui, et j'irai même encore à peine plus loin. Mais faire soi-même, non. Ça c'est certain, ça c'est acquis. Et ce qui m'a fait tenir, il y a quand même 2-3 personnes qui m'ont dit ne lâche pas. J'ai quand même pris conscience de moi, de mes faiblesses et de ce que j'ai besoin. Ça a ouvert certaines portes. C'est-à-dire qu'en voulant construire une maison avec des matériaux, on va dire sains, ça m'a orienté sur une vie plus saine. Les gens qui viennent ici, ils me disent « Ah, on se sent bien ». Ça m'a quand même fait une idée sur mes capacités, mais à un moment donné, j'ai vu la limite. Je pense que je l'ai franchie et il y a eu 2-3 petits rappels à l'ordre. Donc j'ai compris aussi une grande connaissance sur soi-même, sur l'importance d'être là où on se sent bien. Mais refaire soi-même ces travaux-là, non. Par contre, une grande volonté de vouloir les transmettre. Au bout de l'opération, je dis, je suis droit dans mes bottes. Le jour où je veux revendre la maison, il y aura quand même la satisfaction de vendre quelque chose qui est cohérent par rapport au moment de la vente, c'est-à-dire qui est encore dans les normes. Les gens qui vont habiter dedans ne seront normalement pas déçus.